Bonjour Monsieur Michel Collomb, Bonjour. comment allez-vous? Ça va. Disons que dans un monde horrible, il y a beaucoup de boulot, on ressent beaucoup de peur et d'angoisse, beaucoup de curiosité aussi, donc il y a un travail énorme. Vous êtes journaliste indépendant et aussi le fondateur d'Investigation. À l'heure où je vous parle, nous sommes en pleine intervention américano-israélienne en Iran notamment. Quelles sont les raisons géopolitiques profondes qui expliquent justement cette attaque qui est illégale? Alors, géopolitique profonde, c'est le bon mot parce que les prétextes que Trump a avancés, il faut vraiment pas se faire avoir, pas tomber dans le panneau. Il a dit que c'était parce que il fallait absolument empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Israël peut l'avoir, c'est pas un problème, mais on peut pas lui résister. Or, le médiateur omanais a dit qu'on avait un accord, que l'Iran avait fait d'énormes concessions, et donc Trump a saboté lui-même l'accord qu'il avait obtenu, donc c'est pas ça. Il a aussi dit que c'était pour protéger les familles. Enfin, autour de lui, on dit que c'est pour libérer les femmes. On n'aura pas demandé leur avis. On massacre comme à Gaza systématiquement. La situation des femmes n'est pas, et j'ai voyagé là, et elle n'est pas ce qu'on nous dit. On peut dire des choses, on peut critiquer. Il y a certainement, comme dans beaucoup de pays, une lutte à mener pour obtenir les droits et l'émancipation, mais elle n'est pas ce qu'on nous raconte. On a aussi dit que c'était en réaction à la répression de manifestations, et Trump a dit il y a 35 000 morts du régime, etc. Là-dessus, il y a beaucoup de fake news, et une enquête indépendante sur les faits serait bienvenue. Donc, on écarte les prétextes, et géopolitique profonde, c'est bien là le problème. Le problème est que, l'Iran soutient la Palestine depuis longtemps, et les États-Unis, déjà avant Trump, ont un plan pour éliminer les Palestiniens, la résistance et tous les pays qui résistent à la domination des États-Unis sur le Moyen-Orient. Une deuxième raison, c'est qu'évidemment, le pétrole et le gaz de la région, et là, les États-Unis profondément endettés, en crise économique, avec une économie qui tourne mal, Trump, il est en train de faire main basse sur tout ce qu'il peut. Les terres rares et les minerais du Groenland, le pétrole du Venezuela, bien sûr le pétrole et le gaz de l'Iran, et pas seulement pour les profits énormes que ça rapporte à Exxon et compagnie, mais aussi, voire peut-être encore plus, pour contrôler l'énergie dont ont besoin les rivaux des États-Unis, l'Europe particulièrement, c'est elle qui utilise ce pétrole et ce gaz, mais aussi la Chine pour une partie, l'Inde. Donc tout ça, c'est des rivaux, et Trump veut pouvoir contrôler le robinet. Et la troisième raison fondamentale, c'est l'alliance de la Chine, de la Russie et de l'Iran dans le continent asiatique. Et là, j'ai toujours dit, quand on veut comprendre la politique des États-Unis, au-delà des prétextes et des médias mensonges, il faut lire Brzezinski, plus grand salaud de l'histoire stratégique des États-Unis, qui dans son livre Le Grand Échiquier a bien expliqué l'essentiel pour maintenir le plus longtemps possible la domination et les grands profits des États-Unis sur le monde, c'est de contrôler l'Eurasie, d'empêcher qu'il y ait une alliance entre l'Europe et l'Asie et la Russie, et d'empêcher que l'Asie, qui est le grand continent où on voyait déjà, et maintenant ça se confirme, que le développement économique, il est centré là-bas. Il faut empêcher que l'Asie soit autonome, indépendante, avec une alliance d'États qui font du commerce, qui font des partenariats et qui mettent les États-Unis à la porte. Et donc, au fond, la guerre contre l'Iran, c'est une guerre contre la Chine. Avant de parler de la Chine, dernièrement, il y a eu Joseph Kent, qui est directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, qui a posé sa démission au sein de l'administration de Trump en disant que, en fait, l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour la nation américaine et qu'ils ont déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. La question que j'aimerais vous poser, c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est en fait, c'est qui mène la danse? C'est les USA ou est-ce que c'est Israël dans ce cas-ci? Je ferai remarquer que, en fait,
Les États-Unis, c'est l'économie la plus puissante du monde, maintenant mise en danger par la Chine, mais c'est une grande économie qui, pour maintenir la domination mondiale de ces multinationales, je parle de l'énergie, je parle de la finance, je parle de l'armement, je parle de l'alimentation, du transport, tout ça, pour maintenir ça, ils ont besoin d'agents locaux. Ils ont besoin de garder le contrôle des richesses et des ressources. Nous devons bien voir qu'il n'y a pas que le Moyen-Orient et Israël qui jouent ce rôle. En Amérique latine, pendant longtemps, ils ont compté sur la Colombie, un État proxy, mafieux, avec des éléments fascistes, avec des milices, et voilà, c'était l'agent local. Et quand évidemment le Venezuela est devenu révolutionnaire et indépendant, la Colombie avait ce rôle. Maintenant, elle essaye d'y échapper. Mais il y a aussi, maintenant, en Amérique latine, ils ont essayé avec Bolsonaro au Brésil, ils ont essayé avec Milei en Argentine. Il faut des proxys, il faut des agents. En Moyen-Orient, vous en avez d'autres. Vous savez, les Émirats Arabes Unis, qui jouent, comme je l'ai montré dans certaines émissions vidéo, un rôle très très important pour piller le Congo, le Soudan, la région, la Somalie aussi. Et voilà, les Émirats sont aussi un proxy, et dans la Corne de l'Afrique, qui est cette pointe qui est dans l'océan Indien, qui est vitale pour contrôler les routes commerciales entre la Chine, l'Afrique et l'Europe, là vous avez l'Éthiopie, qui est depuis longtemps un proxy qui mène les guerres que les États-Unis lui disent de faire. Et donc il n'y a pas que Israël. Et donc il ne faut pas penser que ce sont les proxys qui dirigent le maître. Le maître, il investit énormément. Israël ne pourrait pas faire ses opérations militaires sans les armements, les satellites, la protection. Ce sont des guerres vraiment par proxy. Aujourd'hui, on voit l'administration, comme vous dites, américaine en train de dire, bon, c'est vrai qu'en fait, l'Iran, le développement nucléaire, c'était un petit mensonge, etc. Est-ce que en fait l'administration est en train de jeter la patate chaude sur Israël, parce que je vois que on va dire leur communication est de plus en plus axée sur ça, quoi. En 2009, la Brookings Foundation, un think tank général des États-Unis, publie un rapport étonnant sur comment on va s'y prendre pour soumettre l'Iran. Ils disent que c'est un pays important pour le pétrole, pour son influence, et ils envisagent tous les moyens. Soulèvement populaire, ça va pas marcher. Il y a bien sûr des mécontents, mais il y a aussi beaucoup de soutien au régime. Un coup d'État militaire, non, ça va pas marcher non plus. Envoyer nos troupes là-bas, pas question, on va se faire massacrer comme en Iran et en Afghanistan. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bombarder de temps en temps. Et le mieux, c'est que on va faire en sorte que ce soit Israël qui le fasse. Le titre du chapitre est éloquent, c'est « Leave it to Bibi ». Laissez faire Netanyahou. Donc vous voyez là tout le jeu. Et ils le disent d'ailleurs, si Netanyahou bombarde, on pourra toujours dire « c'est pas nous si ça tourne mal ». Donc voilà, ça indique aussi très bien qui mène la danse et à quoi sert Israël. Comme on avait dit, il y a eu forcément cette mobilisation. Il y a eu deux mobilisations. Donc il y a la menace nucléaire et la libération des femmes, etc. Si on regarde bien, il y a aussi un jeu de gauche et de droite, etc., où les gens de droite et d'extrême droite sont plutôt très favorables à ce que fait les États-Unis et Israël dans la région. Et ceux de gauche, justement, sont dans un truc un peu où ils marchent sur des œufs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas de façon très très ferme. Nous condamnons ces attaques illégales parce que, en fait, si nous le condamnons, on pourrait nous dire que nous sommes favorables au régime des mollahs qui sont contre les femmes, etc., etc. Ce dilemme-là qui a été installé dans la gauche, comment vous le voyez? Et est-ce que c'est une répétition qui se répète quand il y avait post-7 octobre, on disait, ben en fait, si vous êtes un peu contre la colonisation ou contre les génocides, vous êtes pro-Hamas, quoi. Je comprends. J'ai l'âge de savoir que le problème est beaucoup plus vieux que ça. Et on a tout le temps eu ce problème dans toutes les guerres dont j'ai eu à m'occuper.
En 90-91, j'ai créé un livre Attention Média sur la première guerre contre l'Irak. Et à ce moment-là, nous avons, même dans la gauche radicale, dans des groupes généralement trotskistes et anarchistes, pas tous, mais une bonne majorité quand même, on a ce réflexe, oui, les États-Unis c'est pas bien, c'est une guerre impérialiste, mais de l'autre côté c'est un dictateur, donc, Ponce Pilate, on s'en lave les mains. C'est le ni Bush ni Saddam. On va avoir le même discours dans les guerres des États-Unis contre la Yougoslavie, toutes les années 90, où là, on nous dit ni l'OTAN ni Milosevic. Et il y a à l'époque toute une campagne médiatique pour nous dire qu'au fond, Milosevic, c'est Hitler. Ça, c'est un thème classique de la propagande de guerre. Notre ennemi, c'est Hitler, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut se débarrasser d'Hitler, évidemment, personne ne peut contester. Ça va revenir avec, en 2003, moins fort. Parce que là, on a Chirac et Villepin et la France qui disent non, c'est une guerre pour le pétrole, c'est une guerre injuste, on n'en veut pas. Et donc là, il y a un peu plus d'espace de discussion et de débat. Ensuite, ça va revenir contre Kadhafi et la Libye. L'OTAN attaque la Libye sous des prétextes. Il y avait eu un problème, mais Kadhafi n'allait pas du tout massacrer les manifestants d'habitude. Cela va être confirmé par une commission parlementaire britannique des deux parties des années plus tard qui va dire Cameron, notre Premier ministre, a menti. Kadhafi était en train de régler le problème comme d'habitude par des conciliabules et des compromis entre tribus. Ça allait se régler. Et non, on attaque la Libye. J'ai été sur place pendant la guerre, j'ai vu les dégâts, c'était épouvantable. Et on assassine Kadhafi, on fait même base sur le pétrole, et on prive l'Afrique d'un financier alternatif à la Banque mondiale et au FMI. On recommence sur la Syrie, on recommence, en fait, à toutes les guerres, on a ce discours du nini. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec ce discours. Pourquoi? Parce que la question n'est pas si tel régime est ou non une dictature, si tel régime a ou non commis les atrocités qu'on lui prête. Il y a beaucoup de désinformation, mais il y a parfois des reproches et qui sont corrects. La question n'est pas là. Parce que si vraiment les États-Unis et l'Europe, qui marchent beaucoup trop avec, se préoccupent de ces problèmes, pourquoi on a envoyé des terroristes massacrer le gouvernement afghan qui libérait les femmes? Pourquoi on ne fait rien? On n'a rien fait. Au contraire, on fait des business énormes avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, où la situation des femmes est bien pire. Pourquoi on protège Israël qui commet le génocide? Donc, ça n'a pas de rapport. Ce sont des prétextes parce qu'évidemment, on peut pas dire nous on fait la guerre pour le pétrole, on fait la guerre pour rester les maîtres du monde. Donc, on est obligé d'inventer des histoires qu'on raconte aux gens. Malheureusement, il y a un problème dans une grande partie de la gauche radicale, c'est que on n'ose pas dire il y a des médias mensonges, on a peur de se voir fermer la porte des médias, et on a une pression psychologique, morale intense. Ah, vous êtes coupable, vous êtes complice de gens qui font des atrocités. Moi, je dis chaque fois, il faut, vérifier les faits, il y a énormément d'exagérations et de fausses histoires, et deux, il faut voir, si on laisse les États-Unis dominer le monde, renverser tous les régimes qui leur déplaisent, on va vers quoi? On va vers un fascisme à l'échelle mondiale. On est en train déjà de voir le discours de Trump, qui est un discours fascisant. Le droit international, j'en ai rien à foutre, je décide tout seul. Un président, je le kidnappe si ça me chante. Je change mes prétextes toutes les 5 minutes. Un discours religieux aussi. On nous dit le problème, c'est la théocratie. Mais on voit tous ces chefs religieux entourer Trump. On voit des généraux commencer à endoctriner les soldats. C'est une guerre des chrétiens contre les musulmans et des trucs pareils. Et donc, on est en face d'une préparation d'un fascisme aux États-Unis qui aura des répercussions mondiales. Je ne dis pas que ça va arriver. On voit qu'il y a des résistances énormes et on doit les soutenir. Mais c'est ça la tendance. Trump a été placé par un capital financier, il suffit de voir la liste de ses donateurs, est impressionnante. Il a été placé là par un capital financier qui disait « ça ne va pas,
on est en train de perdre notre place de numéro 1, la Chine nous dépasse, il y a les BRICS qui s'organisent, donc toute une série de pays du Sud qui deviennent indépendants de nous, notre économie, elle va s'écrouler. Nous avons une dette énorme. Si on peut pas aller voler les ressources et obliger les pays à payer pour notre dette, on va s'écrouler. On va avoir un crash comme en 1929. Et donc, on a placé Trump pour ça, en sachant qu'il a ce discours et cette mentalité. Heureusement, il y a des résistances aux États-Unis. Il commence à y en avoir en Europe, mais il est très très important qu'on comprenne le phénomène global. Et le livre sur lequel je suis en train de travailler en tant qu'éditeur, c'est un manuel sur le fascisme. Ça va s'appeler Le fascisme qui vient, comprendre et résister. L'auteur est Saïd Bouamama, déjà auteur de plusieurs livres remarquables chez nous. Et on travaille là-dessus et ça va sortir au mois de mai parce que la menace, elle est en Europe aussi, en France. Hein. On voit une montée des mouvements fascistes. On voit l'Assemblée nationale qui rend une minute de silence en hommage à un type qui dit « Vive Hitler, moi je suis nazi, il y a trop de juifs, etc. » Une minute d'hommage à l'Assemblée nationale pour diaboliser un concurrent politique qui a le tort de soutenir, lui, la Palestine, justement, et de dire non à ces guerres-là. Donc, on est dans un moment de bascule, dans un moment dangereux. Il faut tirer toutes les leçons de Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, et Saïd le fait dans le livre. Il faut savoir que ça ne va pas évidemment se reproduire dans les mêmes formes, avec les mêmes costumes, avec les mêmes phénomènes. Forcément, l'histoire se répète pas, mais il y a des leçons à tirer, et il faut analyser maintenant ce qui est en train de se passer. Ça dépasse la question de Gaza, ça dépasse la question de l'Iran. C'est une question de l'humanité tout entière, en fait. Est-ce que quand vous avez parlé qu'il y a plein de schémas au cours de l'histoire qui se répètent, concernant des conflits et autres, vous dites également que le fascisme est en train de monter petit à petit. Enfin, il monte depuis des années, hein, mais là, j'ai l'impression qu'il montre un visage de plus en plus brutal. Est-ce que dans le passé, est-ce que nous sommes est-ce qu'il y a des phases de préparation en fait? Absolument. À ce qui va devenir. Le livre insiste sur le fait que le fascisme, il tombe pas d'un coup comme ça. Il n'y a pas une décision, voilà, maintenant on bascule du jour au lendemain. Il y a une préparation. Et c'est pour ça qu'il est important d'étudier ce qui se passe. Il y a effectivement une banalisation des partis fascistes en France, en Flandre, en Belgique, en Hollande et dans d'autres pays. On les traite comme d'autres partis ou presque, on leur donne la parole, on leur laisse répandre les mensonges. Il y a aussi, par le pouvoir en place, par en haut, des mesures fascisantes. Hier, on vient d'arrêter un ami à Paris, Nicolas, le vice-président de Euro-Palestine. C'est un homme de 80 ans, il est sérieusement malade, il avait un rendez-vous médical. On débarque dans son appartement, 8 hommes cagoulés, on met tous en dessous, on trouve 2 kéfiers et on l'embarque au tribunal pour des paroles qu'il a dites sur ce qui se passe à Gaza, qui sont la vérité. Ces gens-là ont peur qu'on montre qu'ils sont complices d'un génocide, qu'ils sont complices du terrorisme sioniste. Et donc, oui, c'est un traitement qui prépare le fascisme, ça. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par rapport à l'Europe et ce qui se passe en Iran, est-ce que vous avez cité Chirac et de Villepin qui avaient une forme de lucidité de pas engager la France en Irak. Est-ce que là, on voit Macron, on voit d'autres personnes se dire les histoires du détroit d'Ormuz, au début, on allait peut-être envoyer des troupes ou en tout cas aider les Américains à débloquer le détroit d'Ormuz, mais maintenant, ils sont un peu plus réticents. Est-ce que c'est une forme de lucidité ou pas? Quoi qu'il arrive, si jamais ils vont avec les États-Unis, le poids politique, il va être énorme pour les Européens s'ils s'investissent dans une guerre contre l'Iran, alors que l'opinion publique aujourd'hui est, je dirais pas qu'elle est du côté des États-Unis, quoi. Ou peut-être si j'ai un biais, je sais pas. Je crois qu'ils sont très embêtés. Il faut voir que les Européens sont sous une pression énorme des États-Unis. Ça n'a pas commencé avec Trump. Et je rappelle que c'est Biden et pas Trump qui a fait exploser le gazoduc qui fournissait l'industrie allemande en énergie bon marché. Je rappelle que c'est Obama qui espionnait le téléphone de Merkel.
Et donc, les Européens, ils sont bien embêtés parce qu'ils sont mis sous une pression énorme, financière avec BlackRock, économique avec les investissements dans des entreprises avec des liens, notamment au niveau de l'armement et de la finance, avec aussi un chantage médiatique qui va diaboliser tout dirigeant européen qui se manifesterait comme indépendant, avec certainement aussi des renseignements que la NSA, qui espionne tout le monde, a sur tel ou tel dirigeant politique. Et la pression est énorme. Et donc, quand on kidnappe Maduro, on assassine des pêcheurs dans la mer des Caraïbes, on vole des pétroliers, on massacre le droit international. Les Européens disent oui, c'est peut-être pas très bien, mais enfin, c'est pour la bonne cause, donc voilà. Sur l'Iran, ils ont tenu le même discours au début, et maintenant que Trump est en train de perdre la guerre, parce que pour moi, il l'a déjà perdue, là, ils se disent c'est peut-être un petit peu dangereux, c'est peut-être un peu risqué. Si on voit nos troupes, on va aussi avoir des cercueils qui reviennent et on va devoir se justifier à l'opinion publique. Donc, ils n'ont pas de moralité, mais ils ont un pronostic que peut-être ça va mal tourner. Et on voit bien que les Iraniens s'y attendaient. Ils ont tout préparé depuis 20 ans. Je peux vous dire, j'ai visité ce pays 3 fois ces dernières années. Je peux vous dire que c'est un pays assez fascinant, avec beaucoup de gens très intelligents, avec une réflexion à long terme, avec aussi un amour de la Palestine et de la cause palestinienne qui contraste avec le cynisme et l'impunité qu'on a ici en Europe. Et donc, ils sont préparés. Alors, on peut discuter, on peut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien en Iran. Je dois dire que quand j'ai discuté avec beaucoup de gens, on m'en a parlé aussi. Il y a beaucoup plus de discussions Ils sont sanguinaires ou quoi sur ça. Mais il y a une chose qui unit presque tous les Iraniens, c'est qu'ils ne veulent pas de Trump, ils ne veulent pas de Netanyahou, ils ne veulent pas d'un régime colonial, parce qu'ils l'ont déjà eu. Ils ont déjà eu la dictature Made in USA avec le Shah d'Iran, ça a été épouvantable, donc ils ont compris. Et la jeune génération, évidemment, a toujours plus d'illusions, on l'a pas vécu, mais là, les États-Unis sont en train de montrer qu'est-ce qu'ils font. Et donc, les rapports aux États-Unis même disent, tout ce qu'on a fait a soudé l'Iran et nous a fait perdre le soutien. Alors, les Européens, ils ont peur de s'y engager, et en même temps, ils savent pas quoi faire maintenant, parce que il n'y a pas 3 solutions. Ou bien on est avec les crimes de l'impérialisme US jusqu'au bout, ou bien on se dit ah non, il faut complètement changer nos relations avec la Chine et avec la Russie. On doit traiter sur un pied d'égalité, on ne doit pas essayer de les provoquer dans des guerres, on ne doit pas lancer des campagnes, on doit faire des échanges commerciaux, des coopérations, et ça peut être profitable pour tout le monde. Voilà. Et c'est pas seulement la Chine et la Russie, c'est l'ensemble des pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, pardon. Est-ce que nous allons rester des colonialistes qui prétendent leur dire voilà vos dirigeants, voilà votre ligne politique, voilà comment vos femmes doivent s'habiller, ou bien est-ce qu'on va dire voilà, on est dans un monde pluriel, un monde multipolaire, chacun sa liberté. Vous avez dit que ils ont déjà connu une séquence coloniale avec le Shah d'Iran. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, si je me réfère aux hommes politiques, aux médias occidentaux, eh bien le number one pour changer, si jamais il y a un changement de régime, le number one selon l'Occident et selon ce qu'ils disent, c'est-à-dire il y a un soutien important des Iraniens du fils du Shah, quoi. Ils n'ont personne. Ils n'ont vraiment rien. Je rappelle cette étude de la Brookings en 2009. Ils envisagent toutes les possibilités et ils disent on n'a pas tellement de soutien populaire, on n'a pas un parti qui pourrait incarner l'alternative. Parce qu'en fait, il y a des discussions en Iran. Il y a des gouvernements que je dirais parfois de gauche, parfois de droite. Et quand je suis allé, il y avait eu des élections, gagnées de justesse. Et donc, il y avait beaucoup de mécontentement sur la politique trop peu sociale de certains ministres. Le fils du Shah est complètement discrédité. C'est quelqu'un qui soutient Israël.
C'est quelqu'un qui a soutenu les pires crimes des États-Unis. Il n'a pas dit un mot quand on a massacré 170 fillettes dans une école. Il ne connaît rien de la situation. En dehors de l'Iran, comme toujours, il y a une diaspora, il y a une émigration. Certains sont partis pour des raisons purement économiques, d'autres pour des raisons politiques. Il y a des gens qui sont partis quand le Shah, l'ami d'Israël, a été renversé. Donc forcément, ces gens-là, ils sont en adoration devant les États-Unis. Mais quand les États-Unis prennent le contrôle d'un pays, ça ne fait pas son bien. On peut regarder un peu partout dans le monde, il y a toute une série de pays qui ont été ou qui sont colonisés, et il y a un énorme écart riche-pauvre. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un exemple où une intervention américaine a débouché sur une démocratie, un pays stable ou autre? Les États-Unis n'ont jamais apporté la démocratie ni par les bons ni autrement, et la démocratie, ça ne les intéresse pas, pire, ils en ont peur. S'il y avait une vraie démocratie, l'argent du pétrole et du gaz servirait au social pour les gens, servirait à l'éducation, aux soins de santé, des jobs pour les jeunes, des formations, la culture. C'est ce que Chavez et Maduro ont fait au Venezuela, c'est ce qu'on essaie de faire en Bolivie. C'est ce qui se faisait un peu dans certains pays du Moyen-Orient. Partout où les États-Unis ont pris le contrôle, ça va très très mal pour la majorité de la population. Cette guerre en ce moment, à votre avis, quelles sont les issues possibles à ce conflit? Je n'aime pas faire des pronostics et on va rester général parce que ça dépend de choses que nous ne savons pas. L'état des forces, les stratégies prévues, quels sont les crimes jusqu'où les États-Unis peuvent aller. On parle d'utiliser l'arme nucléaire, donc on ne peut pas faire des pronostics sérieux. Une chose qu'on voit et qu'il faut répéter, c'est que les Iraniens ont très très bien préparé leur riposte, ils s'y attendaient, et ils ont fait plusieurs choses. Un, ils savent que aux États-Unis et en Israël, il y a toujours ce fantasme, si on tue le chef, c'est fini, les autres auront tellement peur qu'ils vont s'en aller. Ça n'a jamais marché. Et là, on voit que le guide de l'Iran avait prévu, d'abord il a refusé d'aller se planquer. Je pense qu'il a vraiment piégé Trump dans cette histoire. Et ensuite, il avait prévu la succession, pas sur le plan de qui allait lui succéder comme guide, ça c'est collectif, mais toute la riposte militaire était préparée, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord enterré leurs armes dans plein d'endroits. L'Iran, c'est un très grand pays, comme l'Europe. Ensuite, ils ont organisé un commandement en mosaïque. Ils ont dit, si on attaque les chefs centraux, toutes les régions deviennent autonomes, savent ce qu'elles doivent faire et ont le feu vert pour lancer la riposte nécessaire. Donc même si vous frappez à Téhéran, les autres ripostes vont continuer. Ensuite, ils ont prévu une gradation. On va les épuiser. Eux, ils veulent une guerre courte, nous, on va la faire longue. Et donc, ça, je l'avais aussi annoncé dans des vidéos, ils ont constitué un stock énorme de missiles depuis 2012 environ. On commence par balancer des vieux missiles pour obliger les États-Unis et Israël à déclencher des intercepteurs. Et puis, il n'y a pas seulement des missiles, il y a aussi des drones. Alors, il y a un calcul économique tout simple. Vous lancez un drone qui coûte 10 ou 20 000 $ et vous obligez les États-Unis et Israël à dépenser un missile intercepteur de 1 ou 2 millions de dollars. Donc, on envoie les vieux missiles, puis des plus performants, et il faut tenir longtemps. Et donc, ils ont vraiment piégé, et Trump, à qui on a raconté que ça allait être une victoire facile, parce qu'il faut bien se rappeler qu'il a promis de mettre fin aux guerres éternelles et que lui, il ferait plus la guerre. Et donc, il s'est fait complètement piéger de ce point de vue-là, et je pense qu'il est un peu désespéré. Il est en train de nous dire « j'ai gagné, je les ai tous éliminés ». Pendant ce temps, on voit au-dessus de sa tête les missiles qui continuent à passer. « J'ai gagné, ils sont décapités, mais est-ce que les Européens, vous pouvez venir m'aider parce que j'ai un problème avec les navires ?» Et puis il va même demander aux Chinois.
Et les Chinois n'ont pas de problème avec les navires. Le pétrole iranien, il passe vers la Chine, aussi vers l'Inde et d'autres pays, sans problème. Il y a seulement les États-Unis et l'Europe qui ont un problème parce que ils ont fait la guerre à l'Iran, donc l'Iran emploie les armes qu'il a. Est-ce que l'Europe, dans ce que vous dites, c'est le plus gros perdant? C'est-à-dire que les Russes, bon, on a gelé les avoirs russes, etc. Et donc les Russes se disent, bon, est-ce qu'on va continuer à envoyer le gaz en Europe? Est-ce qu'on ne devrait pas l'envoyer à des pays amis à la place? Les États-Unis, il me semble qu'ils vendent à l'Europe plus cher que la Russie. Est-ce que c'est pas nous les plus grands perdants de tout ça, quoi? Hormis le peuple iranien, bien sûr. Mais ça dépend de la position que l'Europe prendra. Les États-Unis, disons, ils perdent leur capacité de dominer le monde. Ils sont en train d'ouvrir les yeux. Ils perdent leur prestige. L'Europe, au point de vue financier, oui, c'est elle. Trump va leur présenter l'addition, ça c'est sûr. Donc ça dépendra de la position que l'Europe prend. Alors c'est vrai que l'Europe avait un deal avec le gaz russe bon marché et garanti, et maintenant Trump les a obligés à prendre le leur. Donc effectivement, toute la production mondiale et la distribution se réorganisent et effectivement, si l'Europe ne change pas de politique, son économie va s'enfoncer dans une crise très très grave. Est-ce que ce conflit aussi va avoir un impact sur la façon dont la Chine va agir dans les prochaines années, dans le sens où ils sont en train de bombarder, donc l'armement américain s'épuise petit à petit. Je sais qu'ils ont rappelé des appareils militaires en Corée du Sud pour les ramener au Moyen-Orient, donc ça fragilise la Corée du Sud par rapport à la Corée du Nord, etc. Et donc leurs dépenses militaires et le fait d'avoir de nouvelles armes, etc., ça va prendre du temps à produire. Est-ce que ça donne pas une fenêtre d'opportunité à la Chine de se dire c'est peut-être le moment de prendre Taïwan, quoi? Je ne ferai pas de lien entre les deux. Ok. Les États-Unis essayent d'imposer leurs lois partout dans le monde et bien entendu, ils essayent d'utiliser Taïwan, qui est juridiquement une partie de la Chine et que les États-Unis eux-mêmes ont reconnu c'est une partie de la Chine. Ils essayent d'utiliser ça pour discréditer la Chine et empêcher un partenariat entre certaines industries des processeurs à Taïwan et de la Chine, etc. Et oui, ils essayent. Mais la Chine a toujours montré qu'elle est extrêmement prudente sur cette question et ils ne vont pas faire des bêtises. Aussi, le rôle des monarchies du Golfe aujourd'hui, il y avait, je pense qu'à un moment donné, ils ont contacté aussi les Russes en disant, les gars, raisonnez un peu les Iraniens parce qu'ils sont en train de bombarder des bases militaires américaines sur nos sols. Et je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui a dit, mais en fait, votre position, elle est un peu spéciale parce que vous dites ça d'un côté, mais d'un autre côté, par exemple, vous condamnez même pas les 170 fillettes mortes par les USA, vous condamnez pas l'intervention illégale des États-Unis. Donc, votre positionnement, il est ambigu, disons ça comme ça. Je crois que les monarchies pétrolières sont très très embêtées. Il faut savoir que ce sont des régimes coloniaux, ce sont des régimes qui ont été installés par les colonialistes, britanniques au départ, un peu les Français, et puis les États-Unis ont pris leur lait. Ce sont des oligarchies, quelques milliardaires à la tête d'une station-service, mais en réalité, ils dépendent des États-Unis et les États-Unis, effectivement, leur ont dit on va vous protéger. Mais ils protègent ces monarchies pour les revenus du pétrole et comme alliés d'Israël. Maintenant, militairement, les États-Unis sont très embêtés parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas assez d'intercepteurs. Donc, où est-ce qu'on met la priorité? Protéger Israël. Ou, entre parenthèses, les dégâts sont importants, mais il y a une censure totale d'Israël pour le cacher. Nos médias font pas grand-chose pour informer et enquêter sur ces dégâts-là. Et donc,
les monarchies se sont retrouvées dans une position effectivement très embêtante. C'est que d'abord, il faut rappeler que le premier qui a bombardé, c'est Israël qui a bombardé au Qatar, qui a tué des gens au Qatar. Donc le premier qui a tiré, c'est Israël. Et maintenant, ces bases militaires sont des cibles et c'est normal. Votre pays est attaqué, il est attaqué à partir des bases militaires, vous tapez sur les bases, c'est normal. Ce sont des larmes de crocodile, ce que font les Saouds et les Émiratis, etc. Alors ils sont embêtés comme beaucoup parce que ils voient bien que les États-Unis s'affaiblissent et qu'ils sont pas capables de protéger tout le monde. Et donc, ils sont en train de se dire, on ferait mieux d'aller de quel côté? Parce qu'en plus, économiquement, c'est plus intéressant de travailler avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Asie. Donc, commercialement, le monde est aussi en train de basculer. Donc, ces gens-là, ils sont partagés entre leur dépendance des États-Unis et leur portefeuille qui pencherait plus de l'autre côté. Donc, comment ça va tourner? Ça dépend évidemment de la résistance de l'Iran. Ça dépend de la façon dont les BRICS vont pouvoir se renforcer parce que les BRICS se sont élargis. Il y a des questions qui se posent sur certains pays qui sont venus dans les BRICS. Étaient-ils très sincères et agissent-ils correctement pour renforcer les BRICS ou est-ce que c'était un cheval de Troie? Et donc, dans les années à venir, on va voir comment vont évoluer les BRICS et si ça va devenir un instrument encore plus puissant pour mettre fin à l'impérialisme unipolaire. Parce que certains disent qu'il y avait peut-être une stratégie de se dire, OK, les Iraniens attaquent des États du Golfe, ça serait cool de les entraîner dans la guerre, quoi. Et de mobiliser ce discours de les sunnites, parce qu'ils sont sunnites, les Iraniens sont majoritairement chiites. Il faut situer les monarchies pétrolières, mais là, on doit aussi parler de l'Égypte et du Maroc, qui ont été en fait travaillés, compris sous contrôle par les États-Unis et Israël pour une alliance économique, financière et militaire. Mais les populations dans tous ces pays sont de cœur avec la Palestine et donc il y a déjà eu une grande révolution psychologique, si je peux dire, qui place les régimes et les peuples en opposition. Et maintenant, c'est clair que les colonialistes britanniques, français, puis US, ont toujours essayé de diviser pour régner, c'est-à-dire dresser les sunnites contre les chiites. Un exemple très frappant à méditer, c'est ce qu'a fait Petraeus et la CIA en Irak. Quand ils ont envahi l'Irak et qu'ils sont venus l'occuper, ils ont pensé, c'est fini, on prend le pétrole, on contrôle. Ils ont affronté une résistance importante qui venait des sunnites comme Saddam, mais aussi de milices chiites. Ils ont dû employer des gros moyens, y compris des armes chimiques à Fallujah, et ils n'en sortaient pas, même que Saddam avait été capturé puis tué, la résistance continuait. Et donc Petraeus a employé une arme assez diabolique. Il a lui-même fabriqué des attentats pour dresser les uns contre les autres. On n'en a évidemment pas parlé en Europe et dans les médias, mais ils s'en vantent de tout ça. Et donc, en fait, dresser les sunnites contre les chiites, c'est quelque chose qui prend, je pense, de moins en moins et qui va aussi mettre en danger la stabilité de ces monarchies pétrolières. On a vu à Bahreïn, par exemple, qui est à fond aligné sur Israël, les citoyens se réjouir énormément quand des missiles iraniens tombaient sur les bases US. Je crois qu'avec le temps, ça va se renforcer. Et la Turquie, c'est quoi votre regard sur la Turquie? Erdogan essaie de jouer sur les deux tableaux. D'un côté, il a fourni des déclarations régulières contre les crimes des sionistes, et de l'autre côté, il a un deal énorme en gaz avec et en commerce avec eux. Netanyahou avait d'ailleurs dit il y a quelques années, ça me dérange pas que Erdogan me traite de nazi. Nous savons bien que nous faisons du business ensemble. Sous-entendu, Netanyahou comprenait qu'Erdogan doit dire ça pour sa population, parce que la population est solidaire des Palestiniens, solidaire contre l'impérialisme US,
et Erdogan manipule cela parce que lui, il est dans l'alliance avec les États-Unis et Israël. Et en fait, ces différents régimes dont nous avons parlé se retrouvent tous dans cette situation instable. De quel côté ça va basculer? Et en fait, ils sont en train de réfléchir qui va l'emporter et à quel moment je vais me mettre de ce côté-là. Donc, les peuples doivent le savoir et la seule solution est de renforcer la pression partout, des mouvements populaires pour que Israël soit affaibli, qu'il y ait le boycott, les États-Unis aussi. Je pense que des boycotts populaires seraient une arme très très importante à déclencher dans beaucoup de pays. Peut-être une dernière question. Quel est le lien qu'on peut faire avec la guerre en Iran, la guerre en Ukraine, le kidnapping de Maduro, les 5 dernières années, tous les événements majeurs qu'on a eus, c'est assez impressionnant, je trouve. Oui, l'histoire s'accélère, c'est évident. Disons qu'elle s'accélère dans des tendances que nous avions annoncées, mais ça va beaucoup plus vite que je ne le croyais moi-même. Je pense que ça indique le fait que l'impérialisme est en crise, qu'il ne sait pas comment s'en sortir, et qu'ils sont divisés. On voit que même aux États-Unis, une série de généraux ont dit à Trump, il faut pas faire comme ça, ou il faut pas y aller du tout, c'est trop dangereux, vous allez perdre. On voit des gens de l'administration qui dénoncent. Tulsi Gabbard, la chef du renseignement, avait dit l'Iran n'a pas de menace nucléaire, elle a été écartée. Kent vient de dire il y avait un accord sur le nucléaire. Lui, il a démissionné. Et donc, je crois qu'il y a des divisions importantes chez eux. Ça veut dire que on approche de la fin d'une période où les États-Unis pouvaient dominer et voler le monde entier, et où soit ils vont continuer à le faire par le fascisme et la guerre généralisée à une échelle encore beaucoup plus grave, et ça nous concerne aussi Européens, soit on va les obliger à accepter, voilà, c'est fini maintenant, la période des privilèges, de l'unipolarité et du vol généralisé, c'est fini. Maintenant, vous êtes une nation comme les autres, et l'humanité peut tourner la page, et voyons quel est le meilleur système économique pour assurer le bien-être des gens. Voyons quel est le système social, culturel qui convient. Accepter le monde dans sa diversité, et comme ça, l'humanité pourra avancer vers quelque chose que je ne verrai pas personnellement, mais que j'espère que mes enfants verront, c'est-à-dire un monde en paix basé sur le droit et sur la justice.